La défense par le système nerveux, un livre du docteur Martin Dutheil. Sommaire de la 4e partie. Vue d'ensemble, de l'effet à la cause, des insomnies nerveuses, le diabète, troubles de la circulation, grand 1, état congestif, retour d'âge, troubles de la prostate, grand 2, intoxication organique, urémie. Et enfin, conclusion générale. 4e partie. Vue d'ensemble. Au début de cette 4e partie, je dois un avertissement au lecteur. Je tiens à préciser, en effet, qu'aussi bien dans ce qui précède que dans ce qui va suivre, mes critiques, si vives soient-elles, s'adressent aux méthodes, jamais aux personnes. La critique d'une thèse ou d'une opinion doit pouvoir s'exercer dans toute sa plénitude, sans que soit mise en cause la personnalité de son auteur. De la discussion, dit-on, jaillit la lumière. Or, cette discussion, loin de la fuir, je la recherche, je dirais même que je m'y complais, et quel que soit le sujet, si l'on me démontre que je suis dans l'erreur, je ne me sens nullement diminué à le reconnaître. En réalité, je n'ai aucune difficulté à l'admettre. J'ai l'esprit critique, mais en tout cas, cet esprit critique, je ne l'exerce jamais à la légère, ni de façon systématique. Je m'appuie toujours sur des arguments solides, sur un raisonnement serré, sur des faits. Au surplus, c'est vraisemblablement la dernière fois que j'écris sur ces divers sujets. La dernière partie de cet ouvrage étant en quelque sorte mon testament médical, je tiens à signaler combien il est difficile à un médecin praticien de se faire entendre, si tant est même qu'il y parvienne, alors que ce médecin est bien sans conteste particulièrement qualifié pour faire de précieuses observations et fournir ainsi la substance du progrès futur. N'est-il pas grandement désirable que s'établisse un contact permanent, une collaboration étroite entre la faculté et le médecin, entre celui qui enseigne et celui qui pratique ? Mais en attendant que soit réalisée cette première et si utile réforme, le malade doit-il pâtir de cet état de choses ? De son côté, le médecin qui a quelque chose d'utile à dire, doit-il s'abstenir et attendre une problématique et lointaine consécration officielle ? Pour moi, pas d'hésitation possible. Il ne peut être question de préséance en pareille matière. L'intérêt du malade d'abord, tout doit s'effacer devant lui. Dès qu'une parfaite concordance entre une théorie nouvelle et les faits s'est avérée manifeste, indéniable, l'auteur de cette thèse a le devoir impérieux de parler et de s'efforcer par tous les moyens dont il dispose de propager des faits dont le malade est appelé à bénéficier. Telle a toujours été ma façon de voir et d'agir. Je reconnais volontiers que j'ai prolongé bien au-delà de la normale la durée de l'expérimentation. Mais pouvais-je délibérément affirmer que l'on peut se préserver du cancer, que l'on peut guérir de la tuberculose, sans posséder ces preuves que seule une longue expérimentation permet d'obtenir ? Pouvais-je dire, sans étayer mon argumentation sur des faits multiples, que l'hypertension artérielle, tout comme le diabète, quoique sans lien commun apparent, ne sont en réalité l'une et l'autre que des manifestations différentes d'une même cause, la rupture de l'équilibre nerveux, et que dans l'un et l'autre cas, le régime est une erreur ? Pouvais-je enfin, sans en être certain, dire à ces malheureux déprimés du système nerveux qu'ils peuvent rapidement retrouver leur équilibre et mener, comme tout le monde, une vie normale ? Au surplus, je n'ai pas attendu pour parler la fin de l'expérience totale. Les éditions successives parues au cours de ces 10 années en font foi. Au fur et à mesure qu'un fait était acquis et confirmé, je l'ai dit, afin de permettre aux intéressés d'en bénéficier sur le champ. C'est ainsi que, procédant par étapes, je suis arrivé à démontrer, d'une part, que le système nerveux, ou mieux le grand sympathique, est bien réellement le véritable et tout-puissant défenseur de l'organisme. D'autre part, que ce pouvoir défensif suffit à lui seul le plus souvent pour nous permettre de repousser tous les assauts. Cette démonstration faite, je peux considérer ma tâche comme terminée. Le mécanisme de la défense est désormais bien établi. Pas de maladie possible sans la rupture de l'équilibre nerveux, pas de guérison possible sans le retour de cet équilibre. Tel est, dans toute sa simplicité, le fait devant lequel il faut s'incliner, l'axiome qui doit servir de guide. Je le dis sans détour, toute méthode qui n'attaque pas le mal dans sa racine, qui néglige la cause pour ne s'adresser qu'aux effets,
qui n'a pas enfin pour but essentiel de restituer à l'organisme son énergie défensive normale, cette méthode, dis-je, est fatalement vouée à l'échec. Simple opinion, dira-t-on ? Non. Vérité au contraire. Vérité qui se dégage non seulement d'une argumentation serrée, mais aussi et surtout des faits. Ces observations, faites au début dans un rayon relativement restreint, ont été pleinement confirmées au cours d'une période de 10 années d'expérience. Ne suis-je pas autorisé à demander non pas une adhésion aveugle à cette doctrine, mais simplement un essai ? Il faudra bien admettre tôt ou tard que la machine humaine ne peut normalement fonctionner si le moteur n'est pas en bon état. Par la force même des choses, cette évidence s'imposera un jour à tous. De l'effet à la cause, 1929-1939. Une décade entière s'est écoulée depuis la parution de la première édition de cette étude et la documentation véritablement exceptionnelle résultant de ces 10 nouvelles années d'expérimentation généralisée me confère, on me permettra de le dire, une autorité particulière pour porter sur la question un jugement d'ensemble. Pour donner des bases élargies à ce jugement, je me propose d'aborder de nouveaux sujets que j'avais, volontairement jusqu'ici, passés sous silence. Il importe avant tout de signaler à nouveau l'erreur, le danger même parfois de ce que j'appellerais la médecine des symptômes, c'est-à-dire de cette fâcheuse tendance qui porte à négliger la cause pour n'envisager que les effets. Combien d'échecs doivent être attribués uniquement à cette erreur initiale, à l'oubli de cette évidence, de cette vérité première ? Il n'y a pas d'effet sans cause, la cause disparue, les effets ne sauraient subsister. Apaiser une douleur locale est certes chose excellente en soi, mais si l'on ne supprime pas la cause de cette douleur, le mal subsiste et se manifestera de nouveau à la première occasion. Une névralgie d'origine dentaire ne sera pas guérie par l'aspirine, mais seulement lorsque la dent, origine du mal, aura reçu les soins appropriés. Qui songerait à s'en tenir à des pâtes pectorales, malgré leur effet sédatif sur la toux, pour soigner une tuberculose ou même une simple bronchite ? La vérité, il ne faut pas craindre de le répéter, c'est qu'il faut toujours combattre le mal dans son origine, sans se laisser influencer par les manifestations qu'il détermine. Attaquer le mal dans sa racine, tel doit être l'objectif constant. Malgré une complexité apparente, dans bien des maladies, la solution est infiniment plus simple que cette complexité même permettrait de le supposer. Cette démonstration, appuyée sur des faits, fera l'objet essentiel de cette 4e et dernière partie. Des insomnies nerveuses. La médecine des symptômes présente souvent de sérieux inconvénients. Je veux parler ici des insomnies tenaces observées si souvent chez les déprimés du système nerveux. L'insomnie, on le sait, est une conséquence, sinon constante, du moins très fréquente, de la dépression nerveuse. Parfois légère et intermittente, d'autres fois, au contraire, elle domine la scène. Dès lors, pour ce malade, peu ou point de sommeil. C'est avec une véritable angoisse qu'il voit s'approcher l'heure du coucher, car il sait que la nuit ne lui apportera pas ce repos si nécessaire et tant désiré. Ce qui l'obsède, c'est l'insomnie qu'il attribue à un état particulier de surexcitation, et il demande avec insistance le calmant qui l'en délivrera. Or, l'examen clinique du système nerveux montre clairement que cette surexcitation apparente est en réalité une des conséquences d'une dépression nerveuse accentuée. On doit donc sans hésiter, et sans chercher à traiter isolément un symptôme particulier, donner à ce déprimé du système nerveux un tonique du système nerveux. La logique l'indique et les faits le confirment. La dépression vaincue, toutes ses conséquences, y compris l'insomnie, disparaissent, et cela dans un délai souvent beaucoup plus court qu'on aurait pu l'espérer. Au contraire, si l'on veut s'inspirer de la médecine des symptômes, à ce malade atteint d'insomnie, on donnera un soporifique, un de ces médicaments appelés hypnotiques, parce qu'il provoque le sommeil. On n'a du reste à cet égard que l'embarras du choix. Or, la plupart de ces médicaments sont des dépresseurs. Utiles dans certains cas particuliers, ils sont, je le dis nettement, néfastes en la circonstance. Point n'est besoin d'être médecin pour comprendre que donner un dépresseur à un déprimé, c'est aggraver son mal, et cette aggravation inévitable ne tarde pas, en dépit du sommeil retrouvé, à se manifester sur les autres symptômes. Au surplus, le sommeil artificiel ainsi obtenu est bien loin d'être calme et réparateur.
Le malade se réveille parfois le matin dans un état d'hébétude et de prostration particulièrement pénible. Enfin, il arrive que la dose initiale, ne suffisant plus, le malade, malgré les conseils de modération de son médecin, double cette dose, la triple, et l'on sait trop, hélas, l'aboutissement final est trop fréquent de ces abus de toxiques. En présence d'un malade atteint de dépression nerveuse et faisant depuis un certain temps un usage régulier d'un hypnotique, j'exige tout d'abord la suppression immédiate et totale de ce produit et je lui demande de me faire un crédit de 8 jours, ou plutôt de 8 nuits blanches. Pour hâter la désintoxication, outre les 2 cuillerées à café quotidiennes de granulés reconstituants, je conseille la première semaine une dose par jour d'hydrate de magnésium, étant entendu que, ce délai expiré, on le continuera à raison d'une dose tous les 2 jours seulement. Or, il n'est pas rare qu'au bout de 6 ou 7 jours, brusquement, après une dernière nuit entièrement blanche, le malade dorme pendant 7 ou 8 heures consécutives d'un sommeil naturel, c'est-à-dire calme et reposant, et désormais il continue de même, sans l'aide bien entendu d'aucun stupéfiant. Comme d'autre part il serait difficile de prétendre que le granulé reconstituant ou l'hydrate de magnésium ont des propriétés hypnotiques, il faut bien admettre qu'une fois encore, le retour à l'équilibre nerveux a fait son œuvre et, en la circonstance, a ramené le sommeil normal. Si le malade n'a pas l'énergie de tenir pendant ces quelques nuits, je lui tolère tous les 2 ou 3 jours une dose modérée de son hypnotique habituel. Cela lui permet d'attendre sans trop de peine le moment où il pourra le supprimer totalement. Mais je le préviens que cette date sera alors forcément retardée, puisque tous les 2 ou 3 jours, le dépresseur vient partiellement annihiler l'effet du traitement. En résumé, la logique, en plein accord avec les faits, montre une fois de plus que l'on doit toujours s'attaquer à la cause même du mal pour en combattre les effets, et qu'en l'espèce il est toujours irrationnel et parfois même dangereux de donner un dépresseur à un déprimé. Le diabète. Le diabète offre l'exemple le plus caractéristique des erreurs de jugement où peut conduire la méthode de traitement du symptôme poussée à l'extrême. Les symptômes du diabète sont multiples: appétit excessif, soif inextinguible, émission d'urine exagérée, amaigrissement, faiblesse générale, etc. Et enfin, la présence de glucose dans l'urine. Ce dernier signe est des plus précieux, car il permet de préciser un diagnostic parfois hésitant. Mais il ne saurait lui conférer une importance particulière. Il est une des nombreuses manifestations du diabète, parmi tous les autres symptômes, rien de plus, rien de moins. Or, ce signe si aisément repérable a fini par retenir presque exclusivement l'attention. L'objectif, c'est de faire diminuer à tout prix le chiffre du sucre. On soumet dès lors le malade au régime bien connu, privation du sucre et des aliments sucrés, des féculents, etc. Le résultat immédiat, c'est une diminution du chiffre du sucre urinaire. Mais la courbe descendante du sucre s'accompagne trop souvent d'une recrudescence des autres symptômes. Bien plus, au bout d'un certain temps variable, malgré le régime plus sévère, le sucre reprend souvent une courbe ascendante pour atteindre parfois un niveau plus élevé qu'avant le régime. Comment expliquer ce phénomène d'apparence paradoxale ? Pour le comprendre, quelques précisions sont nécessaires. Il est indiscutable que l'organisme ne peut se passer de sucre sous peine de dépérissement, de défense insuffisante, d'où la gravité subite que peut prendre parfois chez un diabétique une plaie de nature bénigne. Mais pour que l'organisme puisse utiliser le sucre alimentaire ou saccharose, il faut que ce dernier soit transformé en glucose, seule forme sous laquelle il est assimilable. Il y a donc 2 actions bien distinctes. 1. La fonction glycogénique, transformation en glucose. 2. La fonction d'assimilation proprement dite. Pour fabriquer ce glucose, la nature utilise soit le sucre alimentaire, soit les féculents. La suppression brusque de ces substances entraîne nécessairement une diminution du glucose, mais ne pouvant s'en passer, l'organisme utilise, au prix de bien plus grands efforts, les aliments azotés. Au besoin même, la fonction glycogénique s'exercera aux dépens des propres tissus du malade, ce qui explique sans doute l'état de maigreur impressionnant de certains diabétiques. On comprend ainsi que, malgré le régime, le sucre puisse, au bout d'un certain temps, retrouver son chiffre initial et même augmenter.
Aucune harmonie n'existe plus entre les deux fonctions. Parfois même, le filtre rénal surmené, une partie de ce sucre est retenue dans le sang, créant l'hyperglycémie ou rétention excessive de sucre dans le sang. De quelque côté qu'on l'envisage, il faut bien convenir qu'en matière de diabète, le régime est une erreur d'autant plus grave que ce régime tend à priver l'organisme d'un aliment indispensable. L'origine de cette erreur, c'est encore une fois ce que j'appelle la médecine du symptôme. Si l'on veut bien se débarrasser de l'obsession de la présence du sucre dans l'urine, présence habituelle du reste chez les glycosuriques simples, qui ne sont nullement diabétiques et ne relèvent d'aucun traitement, ne plus songer à ce seul objectif et ne voir là qu'un des nombreux symptômes n'ayant ni plus ni moins d'importance que les autres, on est inévitablement conduit par le simple raisonnement à déterminer la cause véritable du diabète. En effet, 2 choses seulement sont à envisager pour expliquer l'état diabétique, ou bien un trouble de la fonction glycogénique, ou bien un trouble de la fonction d'assimilation. Il ne saurait être question de la première, la présence de glycose dans l'urine étant la meilleure preuve que la fonction glycogénique est bien exécutée. Il reste donc, comme seule cause possible, un trouble de la fonction d'assimilation. Le diabète résulte donc uniquement de la non-assimilation de ce sucre dont l'organisme ne peut se passer. Connaissant alors avec certitude la cause, on sait dans quel sens il faut agir. Je tiens tout d'abord à rappeler une expérience de laboratoire. Si, chez un animal, on pique le plancher du 4e ventricule cérébral, le sucre apparaît dans l'urine. Même si l'on ne veut pas lui attribuer une importance excessive, ce fait mérite de retenir l'attention, car il atteste qu'une lésion de certains centres nerveux provoque une élimination de sucre. D'autre part, l'examen clinique révèle chez tous les diabétiques des troubles manifestes du système nerveux. Parfois même, ces manifestations sont à ce point prédominantes que certains en ont conclu qu'il s'agit d'une forme particulière de diabète et le mot de diabète nerveux a été prononcé. On a également parlé du reste de diabète hépatique, de diabète pancréatique, etc., parce que l'on constatait des manifestations plus accentuées sur le foie ou le pancréas. Mais n'est-il pas plus simple et plus logique de se rappeler que, pour une même cause, les effets ne sont pas nécessairement et rigoureusement identiques. Le diabète, disons-le une fois de plus, résulte d'une insuffisance de la fonction d'assimilation. Or, cette fonction est également dirigée, harmonisée par le grand sympathique. On est donc ainsi amené à conclure que le diabète n'est qu'une des nombreuses manifestations de la défaillance du régulateur général, le nerf grand sympathique. Le traitement allait donc avoir pour but essentiel de rétablir l'équilibre nerveux. Dans tous les cas de diabète, sans exception, je prescris exclusivement l'application du traitement curatif déjà cité. Toutefois, entre les périodes de granulés reconstituants, je fais remplacer le phosphate bicalcique par 2 cuillerées à café par jour de granulés diurétiques, estimant que son action sur la circulation est fort utile en la circonstance. Quant au régime, il n'en a pas été question, bien entendu. J'ai conseillé toutefois l'usage abondant des corps gras, huile, beurre, graisse, etc. Il peut arriver, il est bon en effet, qu'on en soit prévenu, que dans le cas de suppression brutale et totale d'un régime sévère, le sucre se maintienne quelque temps à son niveau précédent, s'élève même parfois, malgré l'amélioration manifeste de l'état général. Ce phénomène n'a rien d'inquiétant. La suppression du régime met brusquement à la disposition de l'organisme une quantité de sucre supérieure à ses possibilités actuelles d'assimilation, mais cet excès, par le fait qu'il est éliminé, ne gêne en rien le malade. En tout cas, la suppression progressive du régime permet d'éviter cette manifestation. Du reste, l'harmonie se rétablit peu à peu entre les diverses fonctions et le sucre disparaît, attestant la guérison. Le résultat chez tous les malades qui ont été soumis à ce traitement a été identique, sans exception. Amélioration progressive et rapide de l'état général, portant sur la totalité des symptômes. Je suis donc autorisée à dire que, tout au moins dans tous les cas de diabète dit nerveux, c'est-à-dire où dominent les troubles du système nerveux, il suffit de rétablir l'équilibre de ce système pour vaincre le mal. En résumé, le traitement que je préconise, ne comportant aucune contre-indication, ne pouvant nuire en aucun cas, ni aucune circonstance, peut toujours être essayé.
les résultats constatés dès les premières semaines étant la meilleure indication sur l'opportunité de le continuer. Les troubles de la circulation. Une étude d'ensemble de la question de la circulation ne saurait entrer dans le cadre de ce livre. Je veux simplement démontrer qu'en cette matière, certains troubles de nature toxique, comme l'urémie, ou bien simplement congestifs, ont malgré des effets très différents, une origine identique, et que dans l'un et l'autre cas, une même action exercée sur cette même cause permet d'y remédier. Le rôle du sang est fort complexe, et l'une de ses charges est, d'une part, d'apporter aux tissus des éléments propres à leur nutrition, d'autre part, de débarrasser ces mêmes tissus de déchets de la nutrition. C'est au passage du sang dans le rein, agissant en tant que filtre, que se fait l'élimination de ces déchets. Or, le fonctionnement du filtre rénal est en relation directe avec la densité du sang et sera d'autant plus troublé que cette densité s'élèvera davantage au-dessus de son chiffre normal. Expliquons-nous. L'eau pure, dont la densité est de 1000 environ, passe aisément et rapidement à travers un papier filtre. Mais si l'on augmente progressivement cette densité, par exemple en faisant dissoudre une quantité de plus en plus forte de sucre, le liquide passera de plus en plus lentement et si l'on atteint la densité du sirop, soit 1750, le filtre ne laissera plus rien passer. Si le sang est trop dense, comme dans l'expérience ci-dessus, l'opération de filtrage s'effectue mal. En outre, un autre élément intervient pour gêner cette opération. À la rigueur, un corps très soluble peut traverser le filtre, présence du sucre dans les urines chez les diabétiques. Mais il n'en est pas de même pour les corps peu solubles, et les particules qui n'ont pu passer s'accumulent dans le sang. Cette rétention sanguine de matière toxique peut créer un sérieux danger. Bref, pour que le filtre rénal fonctionne normalement, pour que les éliminations puissent se faire, il faut que le sang conserve sa fluidité, sa densité normale. De tout ce qui précède, il résulte que, dans toute manifestation de surcharge sanguine et quelle qu'en soit la forme ou la nature, on doit avoir pour objectif primordial et immédiat de faire baisser la densité du sang. Certes, la saignée est le meilleur moyen de parer à un danger imminent, mais ce moyen ne peut constituer un mode de traitement, car on serait inévitablement conduit à la pratique des saignées répétées, pratique qui n'est pas sans de graves inconvénients. Pour que le résultat soit réel et durable, et non point artificiel et provisoire, il faut s'adresser à la cause. Or, en la circonstance, cette cause est bien connue et bien définie, la densité excessive, ou si l'on préfère employer une expression fort peu médicale, mais particulièrement expressive, l'épaississement du sang gêne sa circulation et empêche le fonctionnement normal du filtre rénal. Efforçons-nous dès lors de diminuer cette densité, de rendre le sang plus fluide, et l'élimination ainsi facilitée des déchets en surcharge entraînera automatiquement la disparition des troubles résultant de cette surcharge. L'action à entreprendre dans ce but est donc une action dépurative. Je voudrais bien employer un autre terme pour satisfaire ceux qui prétendent que le mot dépuratif doit être banni du vocabulaire médical, mais jusqu'au jour où l'on m'en fournira un meilleur, je continuerai à m'en servir. Il a de plus le mérite d'être parfaitement compris du malade, qui de ce fait se conformera avec beaucoup plus d'exactitude et de régularité aux conseils donnés. Je considère, au surplus, que le mot dépuratif est bien celui qui convient en la circonstance. Dépurer signifie rendre plus pur. Or, n'est-ce pas le but que l'on veut atteindre ? Pour être effective, l'action doit s'exercer simultanément sur le système nerveux. Je rappelle en effet que l'équilibre des nerfs vasomoteurs, les uns dilatateurs, les autres constricteurs, maintient le calibre normal des vaisseaux sanguins. De la rupture de cet équilibre peut donc résulter un sérieux et nouvel obstacle à la circulation. Or, les vasomoteurs sont sous la dépendance du grand sympathique. C'est donc, en définitive, l'équilibre de ce dernier qu'il faut assurer. J'utilise dans ce but l'hydrate de magnésium, d'autant mieux indiqué ici qu'à son action sur la cellule nerveuse s'ajoute une action laxative particulièrement utile en la circonstance. En résumé, action double portant d'une part sur la composition sanguine, d'autre part sur le système nerveux. Quant au choix du dépuratif, chaque médecin a ses préférences. Pour ma part, je reste fidèle à la formule que l'on connaît, le granulé diurétique constitué par des extraits de douce amère,
saponaire, noyer et salse-pareil. La raison de ma préférence, c'est d'abord son action décongestive et dépurative manifeste et rapide, jamais démentie au cours de plus de 10 années d'expérimentation. C'est aussi la propriété de n'avoir aucune contre-indication, de ne pouvoir être nuisible en aucun cas, en aucune circonstance, d'être facilement absorbable et de ne jamais fatiguer, satisfaisant ainsi à la première des conditions d'un remède, avant tout ne pas nuire. C'est enfin sa composition exclusivement végétale, car j'avoue avoir un faible pour cette médecine dite médecine par les simples, et je crois qu'il y a tout avantage, lorsque c'est possible, à utiliser les précieuses ressources que nous offre la nature. La théorie maintenant exposée, passons aux faits, c'est-à-dire aux résultats que l'on peut attendre d'une action dépurative aussi bien dans les états congestifs proprement dits que dans les intoxications organiques et notamment dans l'urémie. État congestif. Troubles du retour d'âge chez la femme, troubles de la prostate chez l'homme sont des exemples frappants des désordres que peut engendrer la congestion sanguine, mais aussi des modifications heureuses et rapides que détermine une action dépurative. C'est également en raison de leur importance que je les ai choisis à titre d'exemple, mais il va de soi que l'on fait les mêmes constatations dans tous les cas ayant une origine identique, c'est-à-dire dans tous les états congestifs. Petit a, retour d'âge. C'est une période particulièrement délicate pour la femme, cette période de transition appelée ménopause ou retour d'âge. Il faut en effet que l'organisme s'adapte coûte que coûte à cette vie nouvelle que la nature lui impose, et s'il est vrai que certaines privilégiées franchissent cette période sans le moindre malaise, d'autres moins favorisées mettent des mois et même des années à réaliser cette adaptation. Des manifestations multiples trahissent cette difficulté. Démangeaisons localisées ou généralisées, transpiration subite et abondante, oppression, varices légères prenant un développement excessif, etc. Mais le phénomène le plus constant, c'est l'apparition brusque de poussées congestives de la face dont la trop grande fréquence finit par incommoder la femme très sérieusement. Tous ces phénomènes, dont la nature congestive ne peut être discutée, s'expliquent facilement. En effet, durant la longue période qui s'étend de la formation à la ménopause, la nature pratique tous les mois chez la femme une véritable saignée. Mais au retour d'âge, ces éliminations mensuelles par la voie sanguine étant supprimées, le rein doit nécessairement y suppléer. Or, l'adaptation nouvelle de cet organe est longue à se réaliser, et durant cette période transitoire, le sang, du fait d'une élimination insuffisante, augmente en densité. Ce sang trop dense, trop épais, circule avec une difficulté plus grande. Ainsi se trouve réalisée une condition éminemment favorable à la congestion. Pour aider la femme à franchir cette passe délicate, on doit faciliter le travail du filtre rénal en maintenant la fluidité du sang et pour atteindre ce but, il faut, c'est l'évidence, exercer sur le sang une action dépurative. C'est encore et toujours la médecine logique et aussi la plus simple, celle qui s'adresse à la cause. Je conseille pour tout traitement de faire 2 cures de 2 mois de granulés diurétiques séparés l'une de l'autre par un intervalle de 15 jours. En outre, et sans interruption, une dose d'hydrate de magnésium tous les 2 jours, dose que l'on prend si l'on veut mélanger aux granulés diurétiques. Enfin, si l'on constate des signes de déficience nerveuse, prendre au début de chaque cure de granulés diurétiques et simultanément pendant 15 jours, 2 cuillerées à café par jour de granulés reconstituants. J'insiste toujours pour que soit faite la seconde cure, alors même, cas le plus fréquent du reste, que les phénomènes congestifs auraient totalement disparu dès la première cure. Ceci afin de cimenter en quelque sorte les résultats acquis. En outre, je conseille toujours de faire, dans les années qui suivent, une cure d'entretien 2 fois par an, printemps et automne. Je tiens, en terminant ce chapitre, à dire un mot de ces règles douloureuses qui affligent nombre de jeunes femmes et de jeunes filles. Dans la plupart des cas, il s'agit simplement d'une congestion passagère de l'ovaire, que bien souvent une action décongestive sous forme de chaleur locale, boule chaude par exemple, suffit pour atténuer la douleur. De toute façon, même en cas d'échec, un traitement d'essai a son utilité puisqu'il permet de préciser s'il y a ou non simple congestion. En effet, 2 cuillerées à café par jour de granulés diurétiques et une dose d'hydrate de magnésium 2 ou 3 fois la semaine, à partir de la cessation des règles jusqu'à l'apparition des suivantes,
ou tout au moins quelques jours avant ces dernières, doivent, s'il y a simple congestion, procurer dès le premier mois un très notable soulagement, auquel cas on continue de la sorte 2 ou 3 mois si nécessaire. Au contraire, si dès le premier mois il n'y a pas une très sensible amélioration, il est inutile de continuer, la congestion n'est pas en cause et il sera temps d'envisager tout autre moyen que le médecin jugera nécessaire. Petit b. Des troubles de la prostate. Les maladies de cette glande font en général leur apparition aux environs de la soixantaine, rarement plus tôt, souvent beaucoup plus tard. Les premiers signes apparaissent sous la forme, au début, de troubles intermittents dans les émissions urinaires. Puis, à mesure que s'accroît le volume de la glande, l'obstruction mécanique s'accentue et les difficultés augmentent au point de rendre presque impossible le rejet des urines sans le recours à la sonde, et on est amené à envisager, pour supprimer l'obstacle, l'ablation de la prostate. Or, bien souvent, cette glande, que l'on vient d'extirper, est simplement congestionnée et ne présente aucun caractère de maladie proprement dite. Or, tumeur ou congestion, pour le malade, les manifestations sont identiques au point de vue local. On voit donc l'intérêt que présente, en la circonstance, tout moyen permettant de préciser la nature du mal, car, s'il s'agit de congestion, la guérison est facile et rapide, et l'opération bien entendu inutile. Ce moyen, je l'apporte, et c'est le traitement lui-même qui, une fois de plus, va faire le diagnostic. Voici comment je conseille ce traitement d'essai. 2 cuillerées à café par jour de granulés diurétiques et une dose également quotidienne d'hydrate de magnésium. Dans le cas de congestion, on constate dès le second jour une notable amélioration des divers troubles et leur disparition vers le 8e jour. En ce cas, on continue le traitement pendant 1 mois ou 2, mais en réduisant l'hydrate de magnésium à une dose tous les 2 jours seulement. Par contre, si au bout de 8 jours, on ne voit pas de modification, inutile de continuer, il ne s'agit pas de congestion. Cet essai, absolument inoffensif du reste, mérite bien d'être fait avant toute intervention chirurgicale. Intoxications organiques. Urémie. L'urée constitue le dernier stade de la désagrégation des matières azotées. C'est un déchet de la nutrition qui, transporté par le sang jusqu'au rein, s'élimine par la voie des urines. Le sang contient donc, normalement, une certaine quantité d'urée. Si ce chiffre est dépassé, on dit qu'il y a rétention sanguine de l'urée, et le mot d'urémie est employé en médecine pour désigner cette rétention en excès. Le taux normal de l'urée sanguine est d'environ 0,30 g par litre. Il existe cependant des variations individuelles assez importantes et on admet généralement qu'il n'y a pas état morbide si ce chiffre ne dépasse pas 0,40 g et même pour certains 0,45 g. L'urée est un produit éminemment toxique. L'impérieuse nécessité d'une élimination régulière est donc évidente. La toxicité de l'urée affecte plus spécialement les centres nerveux, ce qui explique la forme des manifestations de l'urémie, manifestations dont l'importance varie avec le taux de l'urée sanguine. L'urémie exige donc un traitement immédiat et suivi. En premier lieu, un régime alimentaire s'impose, excluant le plus possible les aliments azotés, la viande par exemple, sans parler bien entendu de la saignée en cas d'urgence, mais ce régime doit être considéré comme une arme exclusivement défensive, permettant de contenir provisoirement l'ennemi, mais non de l'abattre. L'urémie résulte d'une rétention exagérée d'urée dans le sang par suite d'une imperméabilité du filtre rénal provoquée par une densité anormale du sang. Ajoutons en passant que l'élévation du taux de l'urée sanguine entraîne automatiquement l'élévation de la densité du sang, renforçant ainsi l'obstacle qui s'oppose à son élimination. En remontant ainsi de l'effet à la cause, l'orientation du traitement se dégage clairement. Le but, c'est la diminution de la densité sanguine, car la fluidité normale du sang recouvrée, la perméabilité rénale est rétablie et l'urée s'élimine. J'affirme que chez tous les malades traités par un traitement dépuratif, le résultat a toujours été identique. Régression rapide du taux de l'urée sanguine, augmentation parallèle du chiffre éliminé, bref, retour à l'état normal. Je conseille donc, dans tous les cas d'urémie, 2 cuillerées à café par jour de granulés diurétiques et une dose d'hydrate de magnésium tous les 2 jours. En outre, les 10 derniers jours de chaque mois, 2 cuillerées à café par jour de granulés reconstituants.
Une amélioration manifeste doit apparaître dès le premier mois, mais je ne supprime le régime que lorsque le taux de l'urée est sensiblement ramené à la normale. Afin de s'assurer de la stabilité du résultat, il est nécessaire de faire doser l'urée pendant quelque temps et je conseille de toute manière de faire, à titre préventif, 3 fois par an, le même traitement pendant 1 mois. Ce traitement a l'avantage de n'avoir aucune contre-indication et de ne pouvoir en aucun cas être nuisible. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il soit sans effet. Aucun argument valable ne peut donc être invoqué pour se refuser à un essai. Conclusion générale, au pluriel. Une opinion hâtive, insuffisamment contrôlée, expose, les exemples ne sont pas rares, à de sérieux mécomptes. J'estime qu'en pareille matière, on ne saurait être trop circonspect. Il faut résister à sa propre impulsion, savoir attendre jusqu'au jour où la vérité s'impose, et c'est à cette règle que je me suis conformée. C'est vraisemblablement la dernière fois que j'écris sur ces divers sujets. C'est donc en quelque sorte mon testament médical que j'apporte ici, le testament d'un vieux praticien aussi épris de sa profession que dans sa jeunesse, aussi enthousiaste même, et qui a conscience de faire œuvre utile en exposant, sans réticence et en toute liberté d'esprit, le résultat de sa longue expérience. Cette partie est la dernière que j'écris sur cette question, mais ce serait une erreur d'en conclure que le sujet est épuisé. Bien loin de là, il y aurait encore beaucoup à dire sur l'autodéfense de l'organisme, et l'on pourrait multiplier à l'infini les exemples pour montrer que le grand sympathique est notre défenseur naturel. C'est en vivant que l'organisme démontre qu'il assure lui-même sa propre défense. Si l'on songe en effet non seulement aux agents infectieux qui nous entourent, mais aussi à ceux dont nous sommes porteurs, la bouche et les fosses nasales notamment en recèlent un grand nombre, il devient évident que nul ne pourrait vivre sans cette armature défensive naturelle. Mais pour être effective, la défense doit être en état de supériorité constante. Or, cette défense recevant son énergie de la cellule nerveuse, c'est en définitive l'état de cette cellule qui conditionne la défense. En résumé, pour se préserver du mal comme pour le combattre, il faut avant tout assurer l'intégrité de la cellule par un équilibre constant entre ses recettes et ses dépenses. Il faut, en un mot, maintenir l'équilibre nerveux. Tout cela, je l'ai démontré, non seulement par des arguments, mais aussi par des faits multiples, et tous d'une rigoureuse authenticité. En outre, pour bien montrer, d'une part, les conséquences si variables selon les sujets d'une rupture de l'équilibre nerveux, et d'autre part, le caractère général de l'action défensive du sympathique, j'ai volontairement choisi à titre d'exemple des maladies n'ayant, ou plutôt ne paraissant avoir aucun lien commun. Ainsi se trouve donc définitivement acquis ce fait capital. L'état de santé est fonction de l'état du système nerveux. Fait capital en effet, puisque si l'on veut s'en inspirer, on déterminera souvent une heureuse et rapide transformation dans bien des cas où les procédés classiques avaient échoué. De toute mon énergie, je ne cesserai de crier cette vérité essentielle, source de tout progrès, vérité qui doit inévitablement être un jour reconnue par tous, et puisque la date de la victoire totale est encore incertaine, j'entends qu'après moi, la diffusion de ce livre soit continuée sans interruption, tellement je suis certain que bien des mots seront supprimés le jour où, renonçant aux errements anciens, on voudra bien enfin reconnaître et utiliser la toute-puissance de cette merveilleuse arme défensive dont la nature, dans sa prévoyance, nous a généreusement dotés. Ainsi se poursuivra cette œuvre de propagande à laquelle je me suis attachée, et c'est là mon plus ardent désir, mon ultime volonté. Mars 1939, Neuilly-sur-Seine.